Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Thomas. Donc, bienvenue au webinaire. On va essayer de ne pas taper sur la table. Bienvenue au webinaire Sphinx, dédié spécifiquement aujourd'hui aux problématiques des ressources humaines. Donc, on a compté à peu près une demi-heure. Sur la formule, c'est comme d'habitude, il n'y a qu'à regarder. Ensuite, vous pouvez poser des questions sur l'onglet à droite, la petite flèche droite-gauche, vous l'ouvrez et il y a un onglet questions. On va essayer de s'arrêter de temps en temps pour poser les questions, pour répondre aux questions, pardon. C'est bon? Ouais. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à parler de ressources humaines. Donc, Sphinx est un acteur donc important dans les outils de collecte, d'analyse et de partage des analyses, donc de collecte de données sous forme. Le PowerPoint ne défile pas. Pourquoi? Vas-y. Voilà. Je reviens. Donc Sphinx, nous sommes spécialisés dans la collecte de données sous forme de questionnaires. Nous sommes également spécialistes de l'analyse de données, analyse des questions ouvertes et des questions fermées, mais également de partage de ces analyses sous différentes formes, avec des outils en ligne, des rapports papier. Donc nous allons voir un petit peu ces étapes. Nous accompagnons depuis 30 ans nos utilisateurs dans toutes ces étapes-là, mais plus spécifiquement dans tout ce qui est problématique RH. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui sont très sensibles, il n'y a pas le droit à l'erreur, il y a souvent une problématique d'anonymat. La problématique d'anonymat, elle est pas forcément facile à gérer, donc on compte sur nous pour adapter la bonne méthode. Donc Sphinx a su adapter aussi, suivant l'évolution des modes de collecte, les outils, donc les fonctions vraiment de l'apport technique, mais également la méthode. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui, c'est un petit peu ce retour d'expérience par rapport à toutes ces années où nous avons accompagné et proposé des outils aux utilisateurs dans le cadre des ressources humaines. Donc aujourd'hui, on va voir surtout deux points, c'est le RPS et le climat social. Mais il faut savoir que Sphinx, dans les ressources humaines, dans le domaine des ressources humaines, on est aussi en mesure de faire des évaluations de formation, également des 360 et diverses études internes sur divers sujets, avec voilà, toujours cette problématique de collecte et d'analyse, mais avec une sensibilité moins importante, sur tout ce qui est anonymat. Donc le RPS, risques psychosociaux, et l'analyse du climat interne sont des sujets qui sont vraiment très sensibles en termes d'anonymat, de restitution des données. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de les traiter ensemble. Voilà. Donc petit rappel sur qu'est-ce que le RPS, si on doit le comparer après à l'étude du climat interne. Le RPS a pour objectif d'identifier les individus à risque dans une entreprise, donc ceux qui ont des risques psychosociaux. Donc souvent l'évaluation, donc la manière dont on détecte ces personnes, c'est sous forme d'un questionnaire. Donc un questionnaire, un modèle qui est souvent un modèle repris de psychosociologues, de psychologues du travail, pardon, comme Karasek ou Sigris, des modèles qui mesurent des dimensions, ici le degré d'autonomie, l'exigence au travail, avec le soutien social, et on mesure ces axes par des batteries d'échelles. Ces échelles, elles sont connues. On les reprend quand on veut faire une évaluation des risques psychosociaux. On peut bien entendu les adapter parfois ou ajouter des questions au questionnaire euh, pour avoir un questionnaire spécifique à une entreprise, mais le tronc est commun et il permet aussi de comparer d'une entreprise à l'autre. Une fois qu'on a diffusé ce questionnaire, on obtient et qu'on a traité les données, on obtient du coup, là, je ne sais pas si on voit ma souris, on arrive à identifier quels sont les individus qui ont un risque psychosocial. Donc, ces personnes-là, alors bien entendu, l'enquête
est anonyme, du coup, on ne va pas savoir qui est à risque, qui a un risque ou pas, mais on va pouvoir identifier une population. Et cette population, on va pouvoir la caractériser grâce aux infos, aux informations qu'on a sur le pays, le service, le département, l'ancienneté, euh, le statut, et tous ces éléments vont permettre d'engager des actions ciblées sur ces personnes. Et souvent, c'est les sociologues du travail, les psychologues du travail, pardon, qui vont prendre le relais et qui vont faire des entretiens quali sur cette population pour identifier vraiment les actions à mettre en place auprès de cette population. Donc ça permet après de faire un travail ciblé, qualitatif. Donc ça, c'est l'évaluation des risques psychosociaux. Donc après, je vais décrire plutôt l'évaluation du climat interne. L'évaluation du climat interne s'apparente plus à une enquête de satisfaction interne, avec, dans un premier temps, une évaluation des dimensions qui composent le travail, l'environnement de travail des collaborateurs. Alors, pour évaluer, pour identifier l'ensemble de ces dimensions. Alors bien entendu, il y a un tronc commun à toutes les entreprises qui vont mettre, mettons, le salaire, la relation avec la hiérarchie, toutes ces dimensions-là, mais il peut y en avoir qui sont spécifiques à l'entreprise, dues à des changements ou propres à l'activité de l'entreprise ou aux conditions de travail. Du coup, ces éléments qu'on va ensuite évaluer, on va les détecter souvent dans un premier temps par un entretien quali. Donc cet entretien qualitatif est fait auprès d'un échantillon de salariés ou des responsables, des représentants du personnel, de la direction. Du coup, on va avoir une liste de points à évaluer. Cette liste va se transformer en différentes échelles qu'on va retrouver dans un questionnaire. Ces échelles, elles vont être notées de 1 à 10 ou de pas du tout satisfait, tout à fait satisfait. On va les appeler ici des items qui vont dans des dimensions organisationnelles, entreprise. Et on va pouvoir avoir une note par item, par critère. Donc on va évaluer tous ces points. Une fois qu'on va les évaluer, on va essayer également d'aller un peu plus loin en posant des questions ouvertes pour un petit peu explorer si des échelles, si on n'a pas couvert toutes les facettes du travail des salariés. Et ensuite, on va essayer du coup de les mesurer, puis d'identifier les leviers. Qu'est-ce qui impacte la satisfaction globale? Qu'est-ce qui impacte l'implication? Et ensuite, de générer des plans d'action adaptés par rapport aux problèmes qui sont soulevés, mais aussi par rapport à qui parle de quel problème. Et du coup, on va pouvoir également cibler en fonction du service, du statut, de l'ancienneté, etc. Toutes ces informations qui ne sont pas nominatives, puisque l'enquête est anonyme, mais qui permettent de cibler un département, de cibler un pays, de cibler une entité en particulier. Voilà, c'est toutes ces étapes-là que nous allons voir, de la collecte à l'analyse de données. Donc, un élément clé avant de commencer un questionnaire, c'est de communiquer auprès des équipes. Alors, la communication, elle est effectivement importante pour accentuer la mobilisation. Si on veut que les salariés soient impliqués dans ce projet d'enquête, il va falloir leur expliquer, leur donner des informations avant de commencer à réaliser une enquête. Donc, mobiliser ces équipes, c'est d'abord communiquer auprès d'eux, donc avec différentes manières pour pouvoir les impliquer. Communiquer sur le bénéfice de l'enquête, pourquoi on met cette enquête en place, quelles sont les actions qui vont être mises en place ensuite pour eux. Rassurer les répondants sur l'anonymat. L'important, c'est qu'ils s'expriment pour que le retour soit optimum, mais qu'ils n'aient pas peur de s'exprimer par peur de représailles s'ils sont identifiés. Donc, c'est également important de communiquer sur les méthodes qui ont été mises en place pour garantir l'anonymat de l'enquête et réaliser un pré-test
test, c'est simplement tester sur certaines cibles les formulations des questions, vérifier que le questionnaire est bien compris, qu'on peut ressortir les analyses attendues derrière, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la formulation des questions. Donc ça permet, en tout cas, toutes ces étapes permettent de rassurer le répondant et de le mobiliser ensuite pour qu'il aille jusqu'au bout de l'enquête et qu'il réponde au mieux à ce questionnaire. Il y a également une communication qui est à prévoir en aval pour partager les résultats, faire un retour sur les conclusions, donner des exemples d'actions qui vont être mises en place. Donc la démarche, elle est globale et c'est important de bien l'avoir en tête quand on commence et quand on veut mettre ce type d'enquête interne en place. Il y a des questions ou pas? Non, il n'y a pas de questions, donc je vous invite à en poser si vous en avez. Si besoin, voilà, n'hésitez pas à utiliser le module de questions. Pour faire une enquête, vous allez devoir déterminer le mode de collecte, comment vous allez aller à la rencontre des salariés. Donc, on peut éventuellement faire un questionnaire papier que l'on va scanner. Cette première solution, elle est un peu lourde à mettre en place, mais en tout cas, c'est un support qui est disponible. On peut bien sûr mettre une borne en libre service, donc ça va être par exemple dans la salle de pause, mettre une tablette pour les salariés dans le hall d'accueil, peu importe, mais en tout cas avoir un support numérique qui va éviter la saisie directement disponible pour les salariés. Et puis la dernière solution préconisée, c'est bien sûr de faire un questionnaire en ligne, donc de contacter directement les salariés par mail. Cette solution, elle est intéressante si tous les salariés ont une adresse mail, mais dans certains sites de production, par exemple, ça va être difficile de le mettre en place. Donc les canaux peuvent être multiples. On peut avoir plusieurs modes de collecte pour une même enquête. Juste pour préciser, du coup, on peut combiner les canaux. Et la partie questionnaire papier, donc qui est plus compliquée parce qu'il y a de la ressaisie, va dans les mois à venir à devenir plus simple chez Sphinx puisqu'on on va avoir un nouveau module qui permet de scanner les questionnaires papier. Du coup, ça peut simplifier un petit peu la collecte au niveau du papier. Tout à fait. Alors, il y a une grande partie sur l'anonymat, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, rassurer les salariés sur l'anonymat, comment garantir l'anonymat d'une telle enquête. Donc, il y a différents moyens que l'on peut préconiser. Donc, bien sûr, de dire, on va déléguer la diffusion à un tiers. Donc, je veux faire une enquête interne, je vais confier la partie de collecte à un cabinet, à un institut. Alors ça peut être Sphinx évidemment, mais ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, le but c'est de dire, ce n'est pas moi qui vais collecter les informations internes de mes salariés. Donc je confie cette mission-là à un tiers. Si vous voulez tout centraliser, donc si les RH veulent garder l'ensemble du dispositif, il y a des méthodes pour mettre en place des codes uniques. Donc ça peut être par exemple des petits codes uniques sur papier, tout simplement posés dans une corbeille que la personne va piocher et ensuite elle va se connecter en ligne, alors soit via la borne, soit via son adresse mail, pour renseigner le code qui lui a été attribué. Le questionnaire papier, s'il est diffusé en masse, peut garantir l'anonymat, puisque je vais distribuer 10 questionnaires papier pour mes 10 salariés de mon service. Par contre, le problème, c'est que si un de mes salariés mal intentionné fait des photocopies et répond 12 fois, je vais avoir un problème pour garantir l'unicité du questionnaire. Donc, il va être plus compliqué en tout cas pour garantir le fait qu'il n'y ait pas de doublons dans les réponses. Et puis il y a toute une logistique avec le papier, il y a un coût qui est à prendre en compte également. Dernière technique, c'est la mise en place d'une double authentification. Donc là, c'est une manière d'attribuer un code d'accès à l'enquête. Donc l'enquête est en ligne et il y a un système avec un double serveur qui va vous donner un premier code qui va vous renvoyer sur l'autre serveur pour vous garantir vraiment l'anonymat de cette authentification par code. Donc ça, c'est une des techniques qui a été mise en place sur une grosse enquête qu'avait fait France Télécom qui voulait vraiment rassurer sur l'anonymat des réponses.
Quand on parle d'anonymat, on pense à la collecte, mais il faut aussi penser à l'étape de traitement et faire attention dans la restitution pour que l'anonymat soit également garanti dans les effectifs, tout simplement dans les restitutions. Pour prendre un exemple concret, si dans mon service j'ai un homme et 10 femmes, si dans mes tableaux de bord de restitution j'ai le genre qui apparaît et que je vois que l'effectif est à 100% pour les hommes, je vais savoir quel est l'homme qui a répondu puisque j'en ai qu'un dans mon service. Donc on a des possibilités pour réduire les effectifs dans les restitutions, pour ne pas les afficher ou pour afficher certaines cibles, enfin, masquer certaines cibles quand les effectifs ne peuvent pas être identifiés de cette manière-là. Et puis, il y a également une attention particulière à avoir sur les questions ouvertes, tout simplement parce qu'on peut très facilement reconnaître une personne qui va s'exprimer dans une question ouverte. Si la personne me parle d'un problème de stationnement parce qu'elle s'est fait emboutir sa voiture sur le parking, je vais, quand moi je lis le questionnaire, facilement la retrouver parce que je vais me rappeler de cet incident qui est minoritaire. Donc, je vais plutôt traiter les questions ouvertes par le biais du recodage, dire que la problématique de cette personne, c'était une problématique de stationnement, donc le thème est cité, mais je ne vais pas aller dans le détail de son commentaire pour la protéger et faire en sorte que cet incident-là très personnel ne ressorte pas dans les analyses. Donc voilà pour les quelques pistes sur l'anonymat. Donc un autre point pour réaliser vos enquêtes et avoir du succès dans votre taux de réponse, c'est d'avoir un questionnaire attractif et stimulant. Donc la présentation du questionnaire est très importante, tout simplement parce qu'elle va assurer aux répondants d'aller jusqu'au bout, d'être impliqués. Donc si on a quelque chose de trop austère via un questionnaire papier de ce type-là, je vais me sentir moins impliquée. Peut-être que je vais répondre au début et puis je vais vite arrêter. Je ne vais pas forcément aller jusqu'à la phase de dépose du questionnaire. Donc l'objectif, c'est d'avoir un environnement qui va être ludique, qui va être imagé, qui va être dynamique pour que mon salarié ait envie de répondre jusqu'au bout au questionnaire. Donc ça, c'est des impératifs que l'on va avoir grâce aux enquêtes en ligne éventuellement. Une autre manière... Tu voulais rajouter, non? Non. Est-ce que tu as une méthode pour optimiser la qualité des questions ouvertes, par exemple. Voilà. Alors, effectivement, Thomas, il y a une manière, plutôt que de collecter cette question ouverte Voilà. toute bête avec un champ texte à renseigner. Dans nos propositions, on a la possibilité de mettre, par exemple, un mur d'images. Donc ici, on va choisir des images qui évoquent des thématiques. Donc dans un premier temps, j'ai une question fermée avec juste du visuel. Et dans un second temps, une fois que j'ai sélectionné les réponses qui me parlent, on va me demander de décrire pourquoi j'ai choisi cette image. Donc c'est une autre manière de collecter du texte qui a fait ses preuves, que nous on a testé depuis de nombreuses années, et qui permet vraiment de mobiliser le répondant pour qu'il nous donne des informations plus précises. Si on veut si on veut voir un exemple de questionnaire, alors très rapidement, on va regarder juste quelques présentations qui sont proposées par l'outil Sphinx. Donc là, on a cette fameuse présentation avec le mur d'images. Donc je sélectionne mes critères et oui, c'est écrit que je dois en mettre que 2. Et donc j'ai mes 2 images qui sont reprises dans le formulaire et je peux ensuite renseigner tout simplement mon commentaire. Voilà, d'expérience, on a mesuré que les personnes s'exprimaient plus et avec une implication plus forte dans ces questions. Donc, ça permet vraiment d'avoir un corpus, une base de données textuelles plus riche qu'une question simple. Voilà. Et juste aussi un autre commentaire, il ne faut pas trop multiplier les questions ouvertes afin que les répondants puissent se concentrer sur 2 champs maximum et pas avoir quelques bribes de réponses dans plein de questions ouvertes disséminées dans le questionnaire. Voilà, on nous demande si les questionnaires peuvent être en différentes langues. Oui, effectivement.
Donc, on peut tout à fait adapter les questionnaires aux langues. Alors, on prend quelques minutes juste pour voir les questions. Alors, on peut pas répondre à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup visiblement, mais on sait qui pose quelle question. On pourra revenir vers ces personnes dans un deuxième temps. Donc, juste déjà pour confirmer qu'il y a un replay qui est prévu donc sur cette session. Donc, vous allez recevoir le lien vers le replay dans la journée. Donc, vous pourrez revisionner le questionnaire. Ça, c'est pour une des personnes qui se plaint de la qualité du son aussi. Voilà. Oui, donc on confirme que le questionnaire est responsive design et qu'il va s'adapter sur une borne. Donc il n'y a pas de problème pour le mettre sur une tablette, sur une borne libre-service. Donc ça, c'est lié au fait que le questionnaire est responsive avec Sphinx. Et voilà. Donc après, sur les questions suivantes, on reviendra dessus ou alors on vous répondra après individuellement pour les questions très particulières parce qu'on a encore pas mal de choses à vous faire voir sur la partie des restitutions. Merci Céline. C'est toi qui as la main. Ouais. Voilà. Une fois que les questionnaires ont été diffusés, donc les personnes répondent, les salariés répondent, vous avez vu les différents modes de collecte. On a bien entendu un suivi des réponses. On va pouvoir relancer suivant le canal qu'on a choisi, le canal de diffusion. Ensuite, on recueille les données. Donc là, c'est un vrai travail de chargé d'études avec alors un travail qui est propre à toutes les enquêtes en général, qui est de nettoyage des données, dédoublonnage si besoin. Euh, il faut aussi redresser l'échantillon, enfin la base de données pour respecter la population observée. Une fois qu'on fait les analyses, il faut savoir que les analyses sont destinées à différents profils. On a distingué ici 3 profils, donc la direction des ressources humaines, les managers et les collaborateurs. Chacun va avoir des attentes différentes par rapport aux résultats de cette étude et c'est parfois, donc c'est le contenu même des analyses n'est pas le même, mais également le support communiqué n'est pas le même puisque les contraintes ne sont pas les mêmes. On va commencer par la direction et la direction des ressources humaines, sachant que ces personnes vont souvent, le support préconisé dans ces cas-là, c'est un rapport d'études papier, un PowerPoint, qui sera un rapport qui sera souvent commenté. Le chargé d'études va utiliser des outils statistiques assez avancés, donc il est important de pouvoir les commenter, d'amener une note méthodologique pour que les ressources humaines puissent vraiment ne rien perdre de ces conclusions et pouvoir faire un plan d'action vraiment basé, sans faire d'erreur, sur des interprétations vraiment fiables. Donc c'est vraiment toute la richesse, enfin le savoir-faire du chargé d'études que de faire un rapport pertinent et avec des commentaires qui guident le RH. Donc le directeur des ressources humaines, il va vouloir identifier les points forts, les points faibles de son entreprise, peut-être les points forts et les points faibles par rapport à une vague antérieure, des évolutions, et par rapport à ces évolutions, quelle politique interne mettre en place pour améliorer la motivation et l'implication des salariés. Et ensuite, comment communiquer ces résultats. Donc, c'est vraiment le directeur, le service des ressources humaines qui va vouloir aller creuser ces résultats, aller le plus loin possible pour identifier également les leviers. Donc, c'est dans un premier temps mesurer. Donc, ça, c'est la mesure là, c'est les indicateurs les plus simples mais les plus importants. C'est la satisfaction globale des collaborateurs, leurs engagements, les points forts, et aussi mesurer les actions qui ont été mises en place les années antérieures. Donc on a ici un exemple d'échelle avec la répartition, la moyenne, sur quelques items de la satisfaction. Ensuite, en haut, là, on voit à droite l'évolution par rapport à la vague de l'année dernière, donc ce qui va mieux, ce qui va moins bien. On va bien entendu pouvoir après zoomer sur un service, un statut, un pays, enfin des données identitaires.
C'est là où on ne peut pas aller non plus, si on affiche les effectifs, trop dans le détail, puisque on va pouvoir voir qui a mis quoi. Pour aller plus loin, un directeur ou la direction va vouloir comprendre. Donc comprendre, c'est aussi, on, on propose des outils qui permettent de faire des typologies. Alors on a ici une proposition de typologie, mais on en a d'autres avec Camins, etc. Des outils statistiques que l'on peut mettre en place pour permettre d'identifier des typologies de salariés. Donc là, on en a 4. Et bien entendu, après, c'est important de voir la proportion entre les 4 typologies. Mais ce qui va être le plus intéressant après, c'est de dire, ben, il va falloir travailler sur, ici, les aigris. 6%, qui y sont? Est-ce qu'ils sont sur le site A, le site B, le site C, le siège? Qui sont-ils? Pour pouvoir faire un plan d'action, on va pas faire le même plan d'action pour tout le monde, on va en faire un spécifique pour ces personnes, voir ce qui va pas et engager les actions correctives. Ensuite, comprendre, c'est aussi aller découvrir ce qui n'a pas été mesuré, puisque ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que cette enquête, elle ne fait que mesurer des choses qu'on attend, c'est-à-dire des dimensions, le salaire, etc. C'est des choses qui sont attendues. Mais peut-être qu'on est passé à côté de certaines choses dans les entretiens quali, qui, vu que le questionnaire découle des entretiens quali qu'on a fait au préalable, cette question ouverte est beaucoup plus exploratoire, donc ça nous permet d'identifier des thématiques, des points qui ne sont pas mesurés, mais qui sont importants. Donc, on va pouvoir après quantifier ces thématiques. C'est ce qu'on voit ici. On a ici transformé des questions ouvertes en thèmes. On a classé chaque verbatim, chaque question ouverte, chaque réponse dans différents thèmes et on sait également si on en a parlé en positif, en négatif. Et ici, on voit la proportion des thèmes, donc avec leur effectif et enfin leur pourcentage, pardon, et de voir que voilà, quand on parle de tel thème, c'est plutôt en positif, plutôt en négatif. Et cette partie-là, si on enlève le verbatim là, on garantit complètement l'anonymat, puisqu'on sait de quoi on parle, sans savoir comment on l'a dit, comment les salariés se sont exprimés. Comme disait Céline tout à l'heure, si quelqu'un a dit quelque chose d'assez personnel, tout en parlant d'un thème général, on sait que la personne a parlé de ce thème, mais on ne va pas aller citer sa citation, reprendre sa citation, pardon, de peur qu'on puisse l'identifier. Donc l'anonymat se situe ici également, et c'est très important de respecter. Voilà. Zut. Autres outils qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans les analyses, c'est pour agir, on va, avant de donc, voir si une moyenne est bonne, élevée, si elle a évolué, c'est une bonne chose. Mais également, grâce à certains outils statistiques, comme les deux matrices qu'on voit là, la matrice tétraclasse et la matrice importance-performance, sont des outils qui permettent de voir le poids dans la matrice importance-performance, le poids d'un item, d'une dimension sur la satisfaction globale, sur le climat, avec donc on voit si ça a un impact ou pas. La limite, c'est qu'on n'a pas un impact qui est important sur l'insatisfaction ou la satisfaction. Ça, c'est une information que nous donne plutôt la matrice de Gyoza. Alors, on ne va pas pouvoir aller dans le détail pour montrer les forces et les faiblesses de ces deux matrices, mais il y en a une qui donne vraiment une information différente. La matrice de Gyoza spécifie si un critère impacte la satisfaction ou l'insatisfaction. Et ces éléments-là, enfin, ce comparatif de matrices, vous pourrez le voir dans un autre webinaire que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et vous pourrez du coup vraiment voir la différence. Voilà, c'est vraiment, ça prend une demi-heure aussi, donc on va pas pouvoir en parler plus précisément aujourd'hui. Mais ce sont des matrices qui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont permettre d'identifier les leviers. Il y a des critères qui peuvent être mal notés ou bien notés, mais qui n'impactent pas le bien-être au travail. Peut-être que la question du parking, par exemple, on peut mal le noter, mais n'impacte pas son bien-être au travail. Peut-être que le salaire, oui. Plus. Peut-être.
Alors, on va passer aux managers, les restitutions sur les managers. Je voulais juste faire une petite réponse sur les questions que j'ai pu voir rapidement. Donc, confirmer qu'on peut générer un nuage de mots avec Sphinx IQ de Kali, puisqu'on nous posait la question. Donc ça, oui, c'est possible. Et pour préciser simplement, les copies d'écran qu'on vous fait voir aujourd'hui viennent plus particulièrement de l'outil DataVive. Donc c'est également possible sur DataVive quand on est équipé de Sphinx IQ de Kali. Voilà, donc ça c'était pour la question sur les nuages de mots. Et juste refaire un petit point sur les bornes, parce qu'on nous dit qu'avec une borne on peut répondre plusieurs fois, sauf que non, puisqu'on peut mettre un code sur la borne pour que le questionnaire ne soit pas accessible à volonté. Donc on a également la possibilité d'avoir un questionnaire en modification, c'est-à-dire qu'on rentre avec une identification unique. Voilà. Merci Céline. Ensuite, donc on passe au deuxième profil. On a vu la direction des ressources humaines. Maintenant, on est sur les managers qui ont, eux, auprès de qui on va faire une communication beaucoup plus opérationnelle, à savoir que les managers, alors eux, ils veulent savoir où se situe l'équipe par rapport aux autres équipes, avec des choses beaucoup plus simples, des indicateurs tels qu'on le voit là, avec une carte de chaleur, où on voit rapidement si sur tel item, telle dimension, je suis bon, je suis moins bon, je suis au-dessus ou en dessous de la moyenne des autres sites, des autres équipes par rapport au siège, donc ou par rapport à l'année dernière. Donc c'est des éléments beaucoup plus opérationnels et qui permettent d'aller rapidement pointer des points forts, des points faibles et de mettre de faire un plan d'action, de faire un correctif beaucoup plus rapidement. Donc cette mesure-là, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet d'être évolutive, de comparer dans le temps si on est sur un baromètre. Un baromètre, c'est une étude qui est refaite tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, peu importe. En tout cas, de voir une évolution et de voir comment son équipe réagit par rapport au plan d'action. Donc, contrairement à la direction des ressources humaines, qui est une équipe restreinte en général, à qui on donne un rapport PowerPoint ou un rapport commenté avec une présentation, les managers, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 100. Donc, communiquer facilement auprès de 100 personnes, c'est plus compliqué. Donc, on va pas faire un rapport pour chaque équipe. On pourrait le faire, mais les coûts seraient importants. Donc, on a des outils qui permettent facilement on donne un lien à tous les managers, on donne un code à tous les managers. Donc moi, je suis le manager du site A, et grâce à une combinaison de nom de compte mot de passe, un login mot de passe, on va savoir qui se connecte et restreindre les données au périmètre du site A dans cet exemple-là. Et la personne va pouvoir se connecter et pouvoir ici. Donc ça, c'est un outil, donc ce que disait Céline tout à l'heure, c'est fait avec un outil qui s'appelle DataVive, qui est nouvellement sorti chez nous et qui permet de faire des plateformes de ce genre de manière très dynamique. Et du coup, là, le manager va pouvoir piloter, voir des évolutions, sortir son rapport et faire une réunion en interne, voir même filtrer, avec bien entendu, là c'est encore un enjeu important au niveau de l'anonymat, ce que disait Céline tout à l'heure, c'est que quand on est sur un effectif trop restreint, il est important de pouvoir de cacher certaines analyses qui permettraient d'identifier qui a dit quoi. Voilà. Donc là, le manager peut voilà, exporter dans PowerPoint et Office les indicateurs et préparer sa réunion. Voilà. On vous donnera le lien vers la plateforme si vous souhaitez tester. Absolument. L'ensemble des vues qui ont été préparées, qui sont très spécifiques donc, sur la problématique des enquêtes internes. Donc, vous aurez le lien avec le replay du webinaire. Voilà. Et pour finir, c'est ce que disait Céline tout à l'heure dans la communication. Il est important de communiquer auprès des managers, mais aussi auprès des salariés, pour différentes raisons. C'est dans un premier temps pour qu'ils connaissent la satisfaction globale, où est-ce qu'ils se situent par rapport aux autres,
comment ils se positionnent par rapport à l'ensemble de l'entreprise, en se comparant par rapport à leur pays, au monde, etc. Donc là, vous voyez une carte géographique, mais donc ça dépend. Après, on peut mettre sur la France, sur l'Europe, etc. Mais on peut faire ce type d'infographie qui sont des choses, des restitutions qui sont faites pour être comprises rapidement, qui reprennent les conclusions de l'enquête de manière simple. Et il est important également de communiquer sur les pistes de progression, c'est-à-dire les conclusions de l'enquête. La direction des ressources humaines doit ensuite communiquer, voilà, on a observé tel point fort, tel point faible, voilà ce qu'on pense mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que derrière, les salariés comprendront le but et l'objectif de ces études. Et quand vous en offrez une dans 1 an, 2 ans, 3 ans, les salariés vont avoir plus tendance à répondre s'ils sentent que leur réponse amène quelque chose, amène un plan d'action, amène des correctifs. Donc c'est vraiment un enjeu important, c'est vraiment important de communiquer auprès des équipes. Et les infographies de ce genre, telles qu'on les voit, donc on peut cliquer, même, elles sont même dynamiques. Voilà, je reviens après. Oui. Tu avais vu une question? Oui. Voilà, donc c'est des infographies, on peut même se situer par rapport au site A, B, C, par rapport au siège. Donc ces infographies, elles sont dynamiques et elles peuvent être mises imprimées ou mises à disposition sur l'intranet, par exemple. Voilà pour ce dernier mode de partage des analyses. Donc on peut vraiment, à partir d'une base de données, une enquête, après jouer avec les différents supports pour l'adapter à la population, à la cible. Voilà, Céline. Juste pour répondre à une des dernières questions que j'ai vues, donc sur une personne qui posait une question sur les restitutions, est-ce qu'elles sont automatiques, je crois qu'on me demandait. Donc le choix des graphiques est à la charge là du chef de projet, de la personne qui réalise l'étude. Après, il y a toute une palette de graphiques disponibles dans Sphinx pour générer ce type d'enquête. Mais à partir de la mise à jour de demain, il y a des templates avec des infographies toutes faites qui sont proposées dans l'outil DataViv. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à aller chercher son modèle et à mettre à jour le graphique. Voilà. Tu avais terminé toi sur ta partie. Voilà. Je vérifie juste sur les questions. Je te laisse les lire peut-être. Voilà. Donc simplement pour terminer, donc pour vous dire que qu'on a encore un webinaire avant avant l'été. Qui se déroulera donc le 26 juin. C'est un webinaire qui va présenter la solution DataViv, donc qui fait référence au graphique et à la plateforme qui a été proposée aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par ce type de restitution, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet. Donc c'est le mardi 26 juin à 10h. Et puis voilà, on a toujours des services de formation pour de l'accompagnement pour vous aider à mettre en place pour vous accompagner sur ce type de projet, entre autres. Voilà, moi j'en profite pour vous dire que ce qu'on vient de dire aujourd'hui, tout ça c'est enregistré. Ça va être mis sur notre chaîne YouTube, Sphinx Développement. Vous allez retrouver aussi une multitude de thématiques, de webinaires sur le traitement des commentaires, les restitutions interactives, la conception des questionnaires, un ensemble de vraiment, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Vous pouvez aller les consulter. On essaie de les mettre à jour le plus possible. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, il faut aussi nous appeler. On est toujours disponible pour vous répondre. Des exemples, on peut vous les communiquer. On sera là pour répondre à toutes vos questions avec plaisir. Voilà, et vous déconnectez pas tout de suite. On va répondre à quelques questions particulières en privé. Donc on va continuer le chat pour vous répondre. Pour ceux qui n'ont pas eu de réponse de vive voix, restez quelques minutes, on arrive. Voilà. Merci à tous. Merci Céline. Bonne journée. Merci. Bonne journée.